Nous sommes enchantés d'être ici ce soir. D'ailleurs, étant donné qu'à la fin de cette conférence, il ne sera pas évident de rester dans les locaux. Par avance, nous voulions remercier l'ensemble des personnes présentes, mais aussi toute l'équipe pédagogique qui nous a accueillis. Sachez que concernant toutes les analyses prospectives, vidéos thématiques qu'ont pu passer en revue les différents éconoclastes, vous pourrez bien évidemment tout retrouver sur le site leséconoclastes.fr, le compte Twitter, le compte YouTube, le compte Facebook. Nous essayons au quotidien donc de vous livrer nos analyses, nos études de marché, notre sentiment sur ce qu'il se passe actuellement. Et comme vous aurez pu le comprendre, ce qu'il se passe actuellement, c'est du jamais vu. C'est pour certains de l'impensable, et pour nombreux d'entre nous, ça a été la nécessité de reconnaître que nous avons eu tort. Voilà. En 2008, nous avons eu une crise historique. En 2009-2010, les marchés sont remontés artificiellement et on aurait pensé que les marchés pourraient par la suite être purgés par une véritable crise, ce qui n'a pas été le cas. Des liquidités ont été déversées, les banques centrales ont fait leur travail et ont changé la donne. Et là où on s'attendait peut-être à un revirement baissier sur les marchés déjà depuis 2 ans à cause des chiffres macroéconomiques notamment qui se dégradaient, eh bien la donne a clairement été changée par un interventionnisme étatique et par le travail des banques centrales sur les marchés financiers. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de vous montrer un petit peu les effets que cela a eu sur les marchés, mais aussi quelle pourrait être la suite logique, sachant que par rapport aux discussions aussi qu'on a eues avant cette conférence avec les élèves, les marchés financiers, avant toute chose, sont le reflet de décisions humaines. L'humain ne change, enfin, même s'il y a les robots, même s'il y a la spéculation qui est là pour, donner de la puissance au mouvement et engendrer des excès, eh bien les marchés ne changent pas. Et nous allons vous montrer donc un petit peu la théorie des cycles, les marchés financiers actuels et ce qu'il pourrait en advenir. Et on essaiera également peut-être de répondre à une question qui souvent nous est posée par nombreux investisseurs, qui est la suivante. Messieurs, vous avez une vision négative de l'économie et donc potentiellement des marchés financiers. Aujourd'hui, j'ai de l'argent, qu'en faire? Voilà. Merci Nicolas. Juste avant de commencer, c'est vrai qu'on est dans un environnement qui est particulièrement compliqué, surtout pour le métier de, je dirais, asset manager, donc gérant de fonds. Moi-même, depuis le début de l'année, je suis plutôt prudent, je suis anxieux, mais d'un autre côté, je ne suis pas payé pour être en cash, puisqu'en plus le cash ne donne rien aujourd'hui. Donc c'est vrai que je passe mes journées à screener le marché, à chercher des solutions. Dans l'obligataire, c'est difficile de trouver du rendement, à part de partir un peu dans l'exotisme ou alors partir dans le risque. Et sur les actions, quand on regarde l'altitude de certains marchés, c'est vrai que maintenant, de l'autre côté, vous avez énormément d'argent qui est prêt à être déployé. Tous les jours, j'ai des téléphones pour me dire alors qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on achète. Donc aujourd'hui, vous avez vraiment beaucoup d'argent à déployer sur les marchés. Pas oublier une chose, c'est que pendant la crise financière, il y a beaucoup d'institutionnels qui étaient sous-pondérés au niveau des actions, puisque vous aviez un rallye sur la partie obligataire. Et donc aujourd'hui, ces institutionnels sont obligés de re-rentrer sur le marché. Et c'est pour ça que vous avez vraiment ce mouvement qui est phénoménal. Alors, l'idée, c'était de vous montrer en quelques graphiques un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui et un petit peu commenter. Donc voilà, la première image, c'est monsieur Mario Draghi qui, voilà, vous voyez le DAX, donc l'indice allemand qui fait que de monter. C'est The Skyrocket. Voilà, je pense que cette image est assez... Donc, vous ne voyez pas la légende, ce n'est pas un graphique sur 10 ans, hein, c'est un graphique qui vous montre que sur les 6 derniers mois, le DAX a gagné 50% de performance. C'est-à-dire que là où on serait heureux d'avoir une performance moyenne des indices, des actions de 3, de 5, de 7% par an, alors qu'on vous a donné un petit peu la trame de fond macroéconomique qui est derrière et qui n'est pas si rose, vous avez un indice allemand, donc la valorisation de toutes les entreprises, qui a gagné 50%
en 6 mois. Et qui est au plus haut historique. Et qui est sur ses plus hauts historiques, effectivement. On va parler un peu des US. C'était un cartoon, je pense, voilà, qui démontre assez bien la situation. Donc vous avez d'un côté la rue, et puis vous avez Wall Street, et puis ben voilà, c'est Wall Street qui gagne, et finalement la rue ne gagne pas grand-chose. Premier graphique, donc le Nasdaq. Alors, est-ce que cette fois-ci c'est différent? On ne penserait jamais qu'on allait retrouver les niveaux du dot-com. Eh bien, on y est. Voilà, on y est aujourd'hui. Alors, j'ai mis une petite image un peu marrante là-dessus. Vous avez ici quand même quelque chose d'intéressant, c'est que voilà, on est exactement au même niveau, donc ça s'appelle un double top. Donc, un double top. Donc, en théorie, un double top, soit il s'arrête là, et puis du coup on rebaisse, soit alors on le transperce, et le Nasdaq sera peut-être par là. Hein, on peut peut-être imaginer 10 000. Alors, qu'est-ce qui a poussé le Nasdaq? Alors, évidemment, c'est les QE des Américains, mais c'est aussi tous les réseaux sociaux. Hein, vous avez vu les Twitter, les Facebook, etc. Donc tout le monde pense que Twitter, Facebook va croître pendant encore 20 ans à 50%, je ne pense pas. Mais ne serait-ce qu'aujourd'hui, voilà la situation. L'autre phénomène sur le Nasdaq, et c'est la page suivante, c'est la biotech. Donc aujourd'hui, la biotech part complètement en bulle. Et on a l'impression en fait que chaque composant et constituant de l'indice biotech a trouvé le nouveau vaccin contre le sida. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore vu, mais il se comporte d'une manière assez phénoménale. Vous avez une question? Est-ce que vous pouvez spécifier les échelles? Parce que là, on n'a pas bien à voir sur le précédent et sur celui-là. Effectivement. Alors, en fait, ici, pardon, ça c'est depuis 1994. 94. Je suis suisse. Donc ça c'est depuis 94. Ça c'était le dot-com. Bon, les biotech c'était pas dot-com, mais on voit ici qu'il y avait quand même une sacrée remontée par rapport à... C'est vrai que l'échelle, c'est vrai que ça est différente. Mais là vraiment, on est dans une phase haussière et de bulle. Et il n'y a pas un seul jour qui passe où on me demande d'acheter des biotech. Tout le monde veut des biotech. Tout le monde, il y a des paniers d'actions qui se construisent dans toutes les banques, c'est les biotech. Par contre, là où je suis inquiet, c'est qu'il y a deux choses. La première, c'est que sur les composants, donc les constituants de l'indice Nasdaq, vous avez seulement 68%, en fait, vous avez 68% des constituants qui perdent de l'argent, et vous avez seulement une quinzaine qui arrivent à gagner de l'argent. Donc on est encore dans de l'expectative. On a créé des entreprises dont on pense qu'elles seront l'avenir et dont on pense qu'elles seront bénéficiaires, et on fait un pari sur le fait qu'elles vont gagner énormément d'argent. Qu'elles vont trouver le vaccin contre le sida ou contre... je sais pas, en fait, ce qui s'est passé dans les années 2000, c'est qu'on a eu une explosion des dot-com, donc toutes les sociétés d'Internet. On a pensé que c'était la ruée vers l'or, et puis d'un coup, il y a eu un retour à la réalité. Et là, on a exactement le même phénomène dans le secteur des biotech, avec tout le monde qui en veut, avec de l'euphorie, avec une performance extravagante et avec des ratios. Donc on peut utiliser le ratio plus... PE. Le PE ou PER sont les ratios les plus simples. Et on est dans du jamais vu. Voilà. 60. Pardon, 60 maintenant. On est sur du 60. Mais voilà, il y a une petite biotech que je suis, et c'est vrai que mes collègues qui suivent cette biotech m'ont tous dit achète ça. Je sais pourquoi? Parce qu'ils vont trouver le vaccin contre le Huntington disease. Puis j'ai dit mais ils vont ou ils l'ont trouvé? Ils vont le trouver. Je dis bon ok. Intéressant, donc moi j'achète pas parce que quelque chose qui... Je suis quelqu'un de terre à terre, donc moi j'ai besoin de sentir. J'aime pas acheter quelque chose qui finalement on ne sait pas. Et aujourd'hui, vous avez tous ces constituants du Nasdaq, on est dans cette situation. Oui, mais il faut être à la mode aujourd'hui. Il faut être à la mode, ouais, puis il faut acheter. Pardon? Oui, exactement. C'est ce que les Américains font. L'autre chose, par rapport aux bulles, business as usual. Je veux dire, on a vu tout plein de bulles financières.
Voilà, ça c'est le schéma classique d'une bulle. C'est que vous avez cette phase-là, ensuite vous avez la phase où ça décolle, ensuite on dit c'est le nouveau paradigme, et j'ai l'impression que sur la biotech c'est un peu le nouveau paradigme, c'est que chacun, elles ont trouvé le prochain vaccin, ce qui n'est pas le cas. Alors, ce qu'il faut comprendre sur ce graphique, c'est que vous pouvez le juxtaposer sur énormément d'actifs. Vous pouvez prendre ce graphique et le juxtaposer sur le cours de la tulipe avant 1700, c'était 1672. Le Bitcoin aussi. Vous preniez ce graphique de la tulipe, il y a eu une première vague spéculative, puis c'est retombé un peu, puis le cours de la tulipe a explosé. Il y a eu de la chercheresse, tout le monde en voulait, et un bulbe de tulipe valait le prix d'un appartement à Amsterdam. C'était la première bulle, et donc on a une euphorie, on a un prix qui s'envole, et ensuite on a un retour violent. Ouais, puis ce qui était intéressant sur la bulle de la tulipe, c'est que c'était vraiment bien en société de planter des tulipes dans son jardin. Donc en fait, tout le monde en voulait, puisque voilà, c'est toujours la même chose. Ici, quand on regarde ce graphique du Nasdaq Biotech, alors, bien malin celui qui arrive à me dire où est-ce qu'on se trouve dans la phase. Moi, j'ai l'impression qu'on est un peu dans cette phase ici, là, qu'on est dans la dernière phase, mais elle peut durer encore longtemps. Donc voilà, maintenant, c'est à vous de décider si vous voulez prendre un train en marche ou attendre que les choses, que la poussière retombe. Bon. Avançons un peu. Voilà, ça c'est le S&P 500, le SP500, donc c'est l'indice phare américain que beaucoup de gens regardent évidemment. Depuis 1919, je crois que j'ai pris ce graphique depuis 1919. Bon, il ne se passe rien pendant des années, il ne se passe rien, c'est pas vrai. Il se passe beaucoup de choses. Mais c'est vrai que ces 20 dernières années, c'est assez incroyable, notamment la volatilité aussi. C'est vrai que si vous aviez investi là et puis vous étiez sorti là, merde. Hein. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, je finis juste, ce qui est intéressant, c'est que, là j'ai simplement mis des lignes de régression, et vous voyez où on est ici, on est à 2 écarts types de la tendance. Donc, aujourd'hui, en termes de symétrie, on se dit, bon, allez, peut-être que j'ai encore un peu de potentiel haussier, par contre, si ça se retourne, j'ai un gros potentiel baissier. Donc aujourd'hui, c'est ce graphique un petit peu qui est inquiétant, je trouve, c'est de se dire, est-ce que maintenant je rentre massivement sur ces marchés ou alors j'y vais prudemment? Ma réponse est, j'y vais prudemment. Le problème, c'est qu'en allant prudemment, je dois aller chercher 2 choses. Je dois aller chercher du rendement, donc je vais aller sur du Coca-Cola, je vais aller sur du McDonald's, etc. Mais tout le monde en a et tout le monde cherche ça. Donc aujourd'hui, je me retrouve un petit peu coincé en fait. Nicolas? Ce graphique-là, vous pouvez le superposer avec le bilan de la Fed. C'est des jumeaux. C'est vrai. C'est-à-dire que 90% de la hausse du SP500 de ces 6 dernières années, c'est la Fed. C'est pas l'espoir d'une croissance, c'est pas le retour du plein emploi aux États-Unis, c'est pas les résultats d'entreprises faramineux ou l'éradication de la pauvreté dans le monde grâce à nos biotech, enfin des maladies dans le monde. C'est tout simplement la Fed et le quantitative easing. Oui, mais on a quand même depuis 2008 une augmentation des bénéfices par action. D'accord? Donc, l'augmentation de bénéfices par action, c'est faite par 2 choses. C'est quand même un peu de croissance. Les règles comptables. Et puis, des excellents CFO. Hein. Il faut dire qu'aux États-Unis, ils ont des CFO qui sont magiques. Donc, ils sont magiciens et ils arrivent à faire en sorte que l'actionnaire soit content. L'autre chose aussi, c'est qu'ils ont fait beaucoup de rachats d'actions. Évidemment, quand vous faites des rachats d'actions, eh vous avez le nombre d'actions en circulation qui baisse. Du coup, vous avez votre BPA qui monte. Donc, voilà. Mais vous avez aussi, au niveau du bottom-up, vous avez quand même une situation plus saine. Voilà, je parlais justement des rachats d'actions. Intéressant de noter que depuis janvier 2000, on n'a jamais eu autant de rachats d'actions. Donc, c'est aussi ce qui est en train de faire monter les marchés. 4 minutes, les gars. Quoi, 4 minutes? Presque 4 minutes. Ça tombe bien. Alors, ça, c'est le SP500, donc l'indice phare américain, qui est haussier et qui nous montre que tout va bien. Et en face, c'est un indicateur que vous avez vu être publié énormément ces derniers jours, parce qu'il y a justement eu de mauvaises surprises sur les publications et sur les statistiques. De l'économie américaine. Voilà.
Donc ce qui est quand même un peu intriguant là-dessus, c'est que vous avez le marché qui continue de monter, alors que vous avez les données économiques américaines qui continuent de baisser, enfin qui surprennent à la baisse. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est le dollar? Forcément, le dollar a un impact. Ce qui est intéressant de voir sur ce graphique, c'est pourquoi finalement ce dollar il monte tellement. Évidemment, il y a beaucoup de spéculations en se disant les Américains sont les premiers à monter les taux. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que vous avez derrière les gros hedge funds, donc les fonds spéculatifs, et qui sont derrière en train de vraiment mécaniquement acheter le dollar. Et vous avez ici la preuve, c'est que en orange, je vous ai mis l'indice des CTA. Donc les CTA, c'est des hedge funds qui travaillent avec des composants techniques, je dirais des moyennes mobiles. Et voilà. Donc dès qu'il y a un trend, dès qu'il y a une tendance, ils se mettent dessus. Et puis vous avez les fonds macro. Donc les fonds macro, ils essaient de déceler des tendances et puis ils se mettent dessus. Et vous voyez, ça c'est la performance en orange de ces fonds spéculatifs. Et ça c'est la montée du dollar. Donc on voit que c'est eux qui sont en train de vraiment être derrière ce mouvement. Ce qui est un peu inquiétant, parce qu'un jour ils vont sortir. Alors, la hausse du dollar, vous en entendrez parler de plus en plus comme quelque chose de négatif pour les entreprises américaines. Et on va avoir dans les trimestres à venir des révisions à la baisse de résultats américains dues à la très forte hausse du dollar. On a aussi parlé tout à l'heure, quand on était avec les élèves, des couvertures. On a actuellement des mouvements de monnaie qui se font à des rythmes 3 à 5 fois supérieurs à leur moyenne habituelle. Donc là où vous aviez des entreprises qui se couvraient sur les mouvements baissiers de l'euro ou les mouvements haussiers du dollar, actuellement, étant donné qu'on est dans du jamais vu, si on part sur les bases du passé, comme on en parle depuis le début, et qu'on les applique sur les modèles actuels, eh bien, on va droit dans le mur. Un petit mot, évidemment la macro n'était pas bonne aux États-Unis, en tout cas sur les premiers mois. C'est peut-être aussi une réponse, c'est qu'ils ont eu, Boston par exemple n'a jamais eu autant de neige depuis beaucoup d'années. Donc ça peut être une forme de réponse, parce que forcément quand on a de la neige comme ça, on ne peut pas sortir de chez soi, donc on ne consomme pas. Alors sachez qu'on est en permanence en train de rechercher des explications pour justifier des chiffres économiques. Ça, on en a déjà parlé, le pétrole évidemment, du fait que le prix du pétrole baisse, c'est les entreprises qui essayent d'extraire, ils ne font pas l'extraction, ils essaient de casser de la roche pour l'extraire. Vous voyez que depuis 4 ans, ça c'est impressionnant, on est passé de 5 millions de barils à 9 millions de barils par jour. Alors évidemment, là, ils doivent arrêter un petit peu leurs activités. Du coup, il y a moins de capex, du coup, il y a moins d'activités. Bon, c'est peut-être aussi une raison. On voit justement les prévisions de capex pour les entreprises, justement, dans le pétrole. Et vous voyez que la tendance, elle n'est plus vraiment bonne. Bon, après, ça dépendra si le pétrole remonte à 100, c'est différent. Au niveau, ça c'est un indice manufacturier. On voit aussi qu'il a baissé ici. Intéressant de voir aussi les différents cycles. On doit accélérer, c'est ça ? Alors, l'Europe. Alors, l'autre image de l'Europe, évidemment, c'est Super Mario. On ne va pas revenir dessus. Juste au niveau indice boursier, donc ça, c'est le stock 600. Donc, c'est 600 valeurs, un indice qui compose 600 valeurs, 18 pays, dont la Suisse. Et intéressant de voir que c'est la 3e fois qu'on va chercher les plus hauts. Donc, ça, c'était en 99. Ça, c'était en 2005. Et puis, ça, c'est maintenant. Ce qui est intéressant, j'ai un peu l'impression qu'on est par là. C'est un peu mon ressenti. C'est un peu mon ressenti de ce que j'entends un petit peu les clients qui nous appellent. Oui, il faut absolument que j'achète des actions. Le coiffeur qui vous dit je dois acheter des actions. Le chauffeur de taxi. Voilà, il y a un peu des voilà. L'autre jour, j'ai un journaliste qui m'a appelé. C'était un magazine absolument populaire, donc il ne s'intéresse pas au marché financier. Et j'ai dû parler des marchés financiers justement et qu'est-ce qu'il fallait acheter. Donc là, je suis un peu inquiet par ces signaux. Nicolas ? On est en France, tout le monde étudie le CAC 40, essayez d'étudier les bons chiffres. C'est-à-dire quand on vous dit essayez d'étudier la macro, on vous dit d'aller sur le BLS, d'aller chercher les vrais chiffres et de les étudier en détail. Tout le monde parle du CAC 40 et dit que le CAC 40 est bas. Parce qu'en fait, le CAC 40 est déjà monté à 7000 points et actuellement, il est à 5000 points. Donc juste pour la culture financière,
Le CAC 40 est un indice qui, contrairement au DAX, ne comprend pas le réinvestissement des dividendes. Si vous voulez étudier le CAC 40 sur la même base de calcul que les autres indices, comme le DAX, vous devez mettre les dividendes dans les cours. Ça vous donne le CAC Gross Return, avec les dividendes réinvestis. Et le CAC Gross Return est sur ses plus hauts historiques à 11 750. Oui, si vous voulez la cotation en direct, demandez à Philippe. Il est à 11 750. Ça, c'est le graphique de l'Eurostock 600. Il y a exactement la même chose sur le FTSE. Là, c'est erreur 404. Parce que c'est 404 en mars 2000 et c'est 404 hier. D'accord. Voilà, juste un petit mot sur la macro. Aux États-Unis, la macro se dégrade, mais en Europe, on voit ici qu'il y a un peu des surprises depuis quelques mois. Alors, est-ce que c'est dans les cours ou pas? C'est la question. Intéressant de voir aussi que ce qui peut expliquer aussi le fait qu'il y a le QE en Europe, mais aujourd'hui, les attentes bénéficiaires, donc les IPS, donc bénéfices par action, pour les années à venir, donc ça c'est 2015, 2016, 2017, sont plutôt positives. Donc aujourd'hui, on a aussi un effet de base qui fait que les gens achètent des actions. Pardon, c'est une attente. Oui. Oui, bien sûr que c'est une C'est un attente. truc qui n'arrive jamais, mais qu'on a. Voilà, c'est le truc qui n'arrivera pas, mais aujourd'hui qu'on achète. Partons du principe que ça va mal, mais C'est que comme ça un va fantasme. s'améliorer. C'est comme un fantasme. Ça va s'améliorer, donc on paye une situation qui va s'améliorer et on croise fort les doigts. Et parce qu'on reçoit du cash tous les jours à investir sur le marché monte tout seul. J'aime bien l'expression d'Olivier qui est de dire les marchés sont binaires. Donc pour l'instant, il y a de la confiance, il y a du cash, ça monte. Il manque un grain de sable pour faire un petit peu dérailler ce système. Et il faut pas oublier que ces attentes en fait sont faites par des analystes. Ces analystes travaillent dans des banques. Alors, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que si on prend le PE aujourd'hui, le PE estimé pour 2015, pour l'Eurostock 600, c'est 16 fois. Et par contre, si on prend le PE actuel, c'est 25 fois. Donc j'espère qu'ils ont raison. Ça veut dire que le marché n'est pas trop cher. 16 fois, bon, je préfère l'acheter quand il est à 9 fois, mais bon, il y en a qui aiment bien l'acheter à 16 fois. Passons. Juste un exemple ici qui est... Enfin, je suis tombé là-dessus l'autre jour et je suis venu... Bref, je vais les expliquer. Donc ça, c'est Bayer. Donc Bayer, vous savez qu'ils font de l'aspirine. Mais aujourd'hui, on a l'impression en fait c'est eux qui ont trouvé l'iPhone en fait. Je veux dire, quand on regarde l'évolution de Bayer sur ces dernières années, on a l'impression qu'ils ont trouvé l'iPhone. Alors, la croissance de Bayer estimée pour cette année, c'est quand même 15%, donc c'est pas mal. Mais autrement, c'était plutôt 7-8%. Bon. Alors moi, je veux bien payer 20 fois quand une entreprise me donne une croissance de 20%, mais j'ai de la peine en fait à acheter aujourd'hui déjà une croissance estimée de 15% et je la paye aujourd'hui 20 fois. Mais pourquoi en fait elle monte? C'est que mécaniquement, aujourd'hui, vous êtes un fonds de pension, vous êtes un fonds de pension américain, vous êtes un fonds souverain, vous devez acheter des actions. Alors vous regardez, Europe, hop, prenez la liste, quelle est la plus grosse? Une des plus grosses, Bayer. Elle donne un rendement en plus. Oui, ben voilà, alors on l'achète. Donc du coup, mécaniquement, vous avez cet effet qui est incroyable. Et vous voyez aujourd'hui, graphiquement, depuis 1991, vous avez ici un mouvement, alors j'ai mis des points d'exclamation, interrogation, donc on a fait 262% depuis 3-4 ans, voilà, mécaniquement en fait. Alors, c'est le jeu des chaises musicales. Là, on met la musique, on est plein à danser, hop, ils coupent la musique, on descend. Là, on pensait qu'ils allaient couper la musique vers 60, et la Fed a engagé la plus grosse fanfare de toute l'histoire. C'est parti. Donc là, on est vraiment parti pour le jeu des chaises musicales. Si vous n'en faites pas partie, vous êtes hors marché, vous êtes hors benchmark, et les autres vont performer, vous pas. Donc vous êtes contraint. 25% depuis le début de l'année, Bayer. C'est intéressant. Les indices actions depuis le début de l'année, le grand gagnant, c'est l'Allemagne, évidemment. Le grand perdant, c'est la Grèce. Alors c'est intéressant parce qu'on fait un QE pour finalement sauver la Grèce, mais bon, enfin bref. Et c'est pas les Allemands qui voulaient pas faire de QE, mais Exactement. qui se retrouvent les premiers bénéficiaires du QE qui viennent de... Mais l'Allemagne. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour avoir discuté avec des gérants d'hedge fund à New York, quand ils achètent l'Europe, ils achètent l'Allemagne. Pour eux, l'Europe, c'est l'Allemagne. Donc, ils vont acheter le DAX. Voilà. Donc, quand ils disent on se met long sur les actions européennes,
just buy Germany, et puis voilà. Donc c'est pour ça aussi que vous avez un effet. Non mais c'est vrai, c'est des mouvements, vous ne vous rendez pas compte des mouvements. Je veux dire, moi je connais des fonds, je veux dire, c'est 25 à 30 milliards. Donc imaginez-vous quand ils prennent des positions, ils décident d'augmenter par exemple, prendre 10% d'exposition sur l'Allemagne, ils bougent 2,5 milliards. Un hedge fund. Quand le fonds souverain de la Norvège décide d'augmenter sa pondération action de 38 à 40, ils doivent tout d'un coup acheter pour 40 milliards sur le marché. Voilà, donc tout ça a fait que vous avez ces marchés explosifs. Un mot sur Draghi, notre ami. Je vous rappelle quand même, on parle du QE, etc. Mais je vous rappelle que le 26 juillet 2012, il est arrivé avec cette phrase « Whatever it takes ». Et depuis qu'il a dit ça, vous avez vu le rendement sur les obligations portugaises passer de 12% à péniblement 1,8%. Alors aujourd'hui, vous prêtez à 10 ans votre argent au Portugal, il vous donne 1,8%, ce qui est moins que les Américains. Oui, il arrive qu'il soit plus sûr d'investir sur l'Irlande que sur l'économie américaine. C'est assez particulier. Juste un petit mot sur les rendements. Donc aujourd'hui, je suis très content de voir que la Suisse a des rendements négatifs. Ça me pose un problème parce que c'est très dur de mettre de l'obligataire en marche en ce moment. Mais gentiment, l'Europe est en train de nous rattraper puisque aujourd'hui, le 10 ans allemand est à 0,22. Et vous avez, même la Pologne, c'est 2,27. Enfin bref. C'est de l'argent gratuit. C'est de l'argent gratuit. Voilà. Je vous parlais des flux depuis le début de l'année. Ça, c'est les flux en fait sur les actions, sur les fonds d'investissement en Europe. Et vous voyez, depuis 8 semaines, on n'a jamais eu, depuis 2009, autant de flux sur les actions européennes. Alors, vous avez eu des périodes où il y avait des flux, mais là, regardez, en flèche, donc c'est ce qui aussi explique les indices. Pourquoi les rendements continuent de baisser? Évidemment, parce que vous avez les prévisions d'inflation qui continuent d'être révisées à la baisse. Ça, en jaune, c'est le 10 ans allemand. Et puis en blanc, c'est des swaps d'inflation à 5 ans dans 5 ans. Donc en fait, c'est des prévisions d'inflation finalement de 5 ans dans 5 ans, mais vous voyez que ça suit parfaitement. La Grèce, CDS, donc ça c'est le risque de défaut sur la dette grecque à une année, qui est au plus haut, et vous voyez qu'il augmente de plus en plus en fait ces dernières semaines, mais on s'en fiche. Oui, l'Ukraine a la même courbe. On s'en fiche. Mais la macro, c'est pas important. Tout va bien. Peut-être ce graphique que j'ai publié l'autre jour sur le site. On parle toujours de sauver, etc. Moi, je pense qu'il y a quand même une chose qui me choque, c'est que si on regarde aujourd'hui l'économie souterraine des pays du Club Med, donc les pays du Club Med, vous les connaissez, le Portugal, enfin le Portugal, c'est pas vraiment un Club Med, mais presque. Espagne, Italie, Grèce. C'est ceux qui sont le plus corrompus, puisque pratiquement 40% à peu près, c'est des estimations de l'économie grecque et souterraine. Donc s'ils commencent à payer les impôts, je pense que ce serait pas mal. D'ailleurs, ce qu'ils font, c'est que ça, ils ne font pas, ça n'a pas marché. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est payer leurs impôts, et au lieu d'acheter des piscines, parce que ce qu'il faut savoir, en fait, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des piscines. Et l'autre chose qu'ils font aussi, parce que j'ai parlé avec des Grecs, c'est que quand ils vont chez le médecin, chez le dentiste, donc il y a deux caisses. Il y a la caisse, je paye normalement, puis ensuite il y a la caisse avec le rabais parce que je lui donne cash. D'accord? Donc ça, c'est évidemment, ça ne va pas dans l'économie. Peut-être un mot sur l'or, rapidement. C'est un sujet qui m'est cher parce que je pense que l'or finira un jour à partir au ciel, puisque je pense qu'on va avoir une dépréciation massive des monnaies. On est parti ? Donc, évidemment, de trouver le timing parfait pour rentrer dans l'or à court terme, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de batailles. Mais aujourd'hui, je pense que l'or est un actif à avoir. Je rappelle qu'on achète l'or pas pour devenir riche, on achète l'or pour rester riche, puisque dans son allocation d'actifs, il fait partie d'un actif comme un autre, et on doit en avoir un peu. Alors, ce que je recommande toujours aux gens, c'est à peu près entre 0 et 10% selon le profil de risque, parce que l'or peut perdre 20%, donc si vous en avez 50%, ça fait beaucoup, ça fait une grosse perte. Et j'ai toujours essayé d'en avoir 0 à 10%. Un mot sur l'or peut-être, Nico ?
Moi, ce que je voulais dire en conclusion, c'est qu'il faut être prudent et qu'il faut se diversifier. Et on vous invite également de très près à suivre ce qui se passera sur les marchés monétaires dans les mois à venir, que ce soit la hausse du dollar, que ce soit la chute de l'euro. Cela aura d'énormes implications sur les chiffres économiques des entreprises et sur les indices boursiers. Et c'est là-dessus qu'on s'emploiera à faire nos analyses dans les semaines à venir sur les éconoclastes.